Bonjour tout le monde, Bismillahirrahmanirrahim, salam Moussaline. Donc, tout d'abord, je vous remercie infiniment pour avoir répondu à notre invitation pour cette matinée, je dirais matinée internationale. Et nous avons donc le privilège et l'honneur d'inviter où les Nations Unies s'invitent ici à Constantine. C'est un grand honneur de recevoir aussi notre ami, M. Eric Overdest, qui est coordonnateur résident du système des Nations Unies en Algérie. Il va donner une conférence sur les activités des Nations Unies en Algérie, et bien sûr sur des questions importantes des Nations Unies dans le monde. Et bien sûr cette conférence entre dans le cadre de la célébration de la journée des Nations Unies. Le bureau du coordinateur résident du système des Nations Unies en Algérie, donc avec le concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On ne peut pas oublier, bien sûr, que c'est sur insistance de notre ministère pour que ces sessions de présentation des activités des Nations Unies en Algérie, donc avec bien sûr la participation de notre ministère. Et pour cette rencontre, bien sûr, la question centrale de la conférence, ce sera le développement durable. Et bien sûr, à travers des agences qui représentent un petit peu les États, les Nations Unies, de manière générale. Et j'espère que M. Eric Overdest nous donnera l'essentiel de ces questions liées au développement durable en Algérie, comme de par le monde, à travers des actions qui sont menées dans le cadre de cette institution. Donc, merci beaucoup d'être venu et j'espère que nous allons passer d'agréables moments avec notre ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Bonjour tout le monde. Je suis le coordinateur, je suis Eric Overdest, je suis le coordinateur résident du système des Nations Unies. Qu'est-ce que ça veut dire le coordinateur? En fait, il y a beaucoup d'agences Nations Unies, beaucoup d'agences spécialisées dans plusieurs domaines, mais il y a un coordinateur qui coordonne tout le travail que les Nations Unies fait dans un pays. Il y en a plus ou moins 130 dans le monde, et j'ai été nommé par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies. Et voilà, alors aujourd'hui, je souhaiterais parler un petit peu sur les Nations Unies. On a été créé juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec vraiment la raison principale, c'était de ne plus avoir une guerre mondiale. Après une Deuxième Guerre mondiale, on a eu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les pays ont dit on a besoin d'un forum international, mondial, où les différents pays peuvent se parler, avoir un dialogue, au lieu d'aller à la guerre.
voilà que les Nations Unies a été officiellement créée le 24 octobre. Le 24 octobre, et chaque année, 24 octobre, on célèbre la journée Nations Unies. Et on le fait normalement à Alger. Cette fois-ci, on a dit on va faire aussi des colloques dans plusieurs universités, justement pour parler un peu du système des Nations Unies, pour avoir un peu de discussion sur qu'est-ce que fait les Nations Unies, qu'est-ce que vous pensez. Voilà. Je suis en Algérie depuis 2016, alors ça fait un peu plus que 2 ans que je suis en Algérie, pas la première fois à Constantine, je crois que c'est la 4e fois maintenant que je suis ici. Les représentants des Nations Unies vont 3-4 ans dans un pays, ensuite dans un autre pays. Et j'ai été, pour moi c'est le 10e pays où je suis maintenant. Et c'est un vrai privilège de pouvoir travailler ici en Algérie. Un petit aperçu peut-être de Nations Unies en général. On a la présentation PowerPoint. Quelqu'un va cliquer. La charte, on a donné des copies d'une brochure des Nations Unies, c'est surtout Nations Unies ici, en Algérie. Et ensuite aussi des copies de la charte de la charte des Nations Unies, qui a alors les grandes valeurs et principes des Nations Unies, les valeurs de tolérance, vivre ensemble en paix, les valeurs de solidarité, qui sont vraiment au cœur du travail des Nations Unies. Nations Unies, il ne faut pas mêler avec les États-Unis, parce qu'on n'est pas États-Unis, on est Nations Unies. Parfois, la presse, on a vu comme étant les États-Unis. Les États-Unis, c'est un membre, il y a 193 membres, les États membres, et les États-Unis sont un des membres, un État membre, comme l'Algérie. La charte, alors, qui a été signée en 1945, et ensuite il y a 4 grands organes des Nations Unies et 4 grands mandats des Nations Unies. D'abord, les Nations Unies est basée sur le principe de la souveraineté des nations, et vraiment sur le principe de non à l'ingérence, vraiment la souveraineté de chaque pays. C'est pour cela que dans l'Assemblée générale des Nations Unies, là où participent les 193 pays, qui se rencontrent chaque année, dans cette Assemblée générale, on a les grandes discussions sur les thèmes de paix et développement. Et c'est vraiment le forum pour établir des relations amicales entre les pays. Cette année-ci, l'Assemblée générale, qui était au mois de septembre, on a eu plus de 120 chefs d'État qui étaient présents à New York. Et c'était une occasion, bien sûr, pour se rencontrer, pour parler des problèmes dans le monde. C'est en fait le seul forum mondial où 193 pays se rencontrent chaque année au plus haut niveau pour parler des problèmes dans le monde. S'il n'y avait pas Nations Unies, il n'y avait pas ce forum pour se parler et pour pouvoir se lire. Ensuite, le deuxième objectif très important, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et pour cela, ils ont créé le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité qui a seulement 15 membres, parce que pour discuter des grands conflits du monde, c'est difficile de faire un forum de 193 pays. Alors ils ont créé le Conseil de sécurité qui a aussi le mandat qui pourrait autoriser des missions maintien de la paix, des casques bleus qui peuvent l'envoyer dans certains pays en crise. Ce Conseil de sécurité, comme vous savez, a 5 membres permanents avec leur veto. Ça reflète la situation géopolitique en 1945. Ça ne reflète pas la situation actuelle. Parce que bien sûr, maintenant, il y a des puissances géopolitiques, économiques qui ne sont pas représentées dans le Conseil de sécurité. Parce qu'il n'était pas aussi grand et important en 1945, mais maintenant, ensuite, il y a 10 membres du Conseil de sécurité et ça change chaque 2 ans. Donc c'est à tour de rôle. Et les pays sont élus par l'Assemblée générale. Pour l'instant, dans le Conseil de sécurité, on a la politique
la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kazakhstan, Koweït, les Pays-Bas, Pérou, Pologne, la Suède. Ce sont des pays qui sont dans le Conseil de sécurité. L'Algérie a été 3 fois dans le Conseil de sécurité, en 68, 69, en 88, 89 et en 2004, 2005. Ça montre aussi que c'est un pays qui a une diplomatie politique, une diplomatie importante, un pays important, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont jamais été dans le Conseil de sécurité. Parce qu'il faut être élu par l'Assemblée générale. Il y a suffisamment de voix et d'appui d'autres pays pour être élu dans le Conseil de sécurité. Et c'est important d'être dans le Conseil de sécurité, parce que là, on peut avoir une influence sur les grandes discussions par rapport à la sécurité internationale. Les Nations Unies demeurent aujourd'hui vraiment le centre où s'harmonisent les efforts vers la paix et vers le développement humain. C'est vraiment le cœur de discussion au niveau mondial. Troisièmement, le troisième pilier, c'est le respect des droits de l'homme et le maintien de la justice. Bien sûr, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme, avec les grandes libertés pour le peuple, adoptée en 1948. Cette année-ci, on a le 70e anniversaire, parce que c'était signé le 11 décembre 1948. Et beaucoup de constitutions dans le monde, y inclut la constitution de l'Algérie, se sont inspirées de la déclaration universelle des droits de l'homme. Quatrièmement, c'est de promouvoir le progrès économique et social. C'est également une des missions, un des piliers du système des Nations Unies. Et c'est surtout dans cette optique, dans cette perspective, que les Nations Unies sont présentes ici en Algérie. On n'est pas ici en Algérie pour la paix ou pour les relations amicales entre les pays, parce que ça se fait à niveau de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. On n'a pas une mission qui est politique, on a surtout une mission qui est économique, socio-économique. Voilà alors les grands organes des Nations Unies, les 4 qui coïncident avec les 4 grandes missions des Nations Unies, Conseil de sécurité, Assemblée générale, Cour internationale de justice, et l'ECOSOC, qui est le Conseil, c'est en anglais Economic and Social Council, donc c'est le Conseil économique et social. Peut-être l'organe le moins connu, mais toutes les agences spécialisées dépendent de l'ECOSOC pour les thèmes économiques et les thèmes sociaux. Vous savez que maintenant, alors, le multilatéralisme est vraiment en question. Il y a certains pays qui sont devenus beaucoup plus unilatéraux au lieu de multilatéraux. Moi, je crois énormément dans le multilatéralisme et je pense que c'est important d'avoir un système fort, multilatéral fort. Il y a énormément de progrès qu'on a eu dans le monde. Et je voudrais juste comparer entre 2000 et 2017 quelques grands résultats. La mortalité d'enfants moins de 5 ans, les petits enfants, a été réduite de 47%. Alors en 17 ans, quand même, la mortalité est réduite de 47%. C'est quand même énorme. Si on regarde combien d'enfants, combien de décès d'enfants on a évité, parce que la mortalité d'enfants a réduit de 47%. Également, la prévalence de malnutrition a diminué de 15 à 11%. L'accès à l'électricité dans le monde entier a doublé. Je parle du monde, je ne parle pas de l'Algérie, je parle du monde entier. Les personnes en dessous du seuil de pauvreté a diminué de 30 à 10,5%. La participation des femmes dans le Parlement a progressé de 10 à 23%. La valeur du transfert des remises par les migrants, et j'ai mis ça aussi comme un indicateur intéressant, parce que la migration a augmenté énormément, a quintuplé, 5 fois plus. Et même le nombre de migrants internationaux a augmenté de presque 50% depuis l'année 2012. Et je pense que le système multilatéral, les agences des Nations Unies ont joué un rôle important dans tout cela. Ça n'a pas été possible sans les grandes organisations internationales comme l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, ou l'ONU-SIDA. L'OMS qui a fait des grandes campagnes de vaccination qui ont presque éliminé la variole, la poliomyélite dans le monde. L'ONU-SIDA, qui est l'Organisation nationale contre la lutte contre le sida.
Et on estime qu'environ 6 millions de décès du sida ont été évités grâce à un meilleur accès au traitement. À travers les différentes missions de la paix, on a eu plus de 1 million d'hommes et de femmes de 125 pays qui ont servi en 70 pays, notamment à travers des casques bleus, dans des missions de maintien de la paix pour contenir les crises, protéger les civils. Et le Conseil de sécurité a quand même eu un impact dans certaines crises dans le monde. Bon, plus récemment, on a aussi eu un accord, par exemple, entre l'Érythrée et l'Éthiopie, qui a été même être négocié sous l'égide des Nations Unies à Alger, ici en Algérie. Et l'accord qui a été conclu, qui a été signé cette année-ci, en fait, revient en 2000 quand les négociations ont eu lieu ici à Alger, et sous l'égide des Nations Unies. L'accord de paix de Mali. Il y a beaucoup d'accords de paix qui ont été faits grâce au dialogue. Mais aussi, il y a beaucoup de conflits dans le monde qui n'ont pas été réglés parce qu'on n'a pas eu un consensus dans le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité cherche un consensus, mais il y a aussi un droit de veto pour les 5 membres permanents. Et certains conflits dans le monde, on pense bien sûr Palestine, Sahara occidental, mais aussi on peut mentionner Yémen, la Syrie, Myanmar, des pays où on n'a pas eu un consensus au Conseil de sécurité. Et on n'a pas pu intervenir de la même manière dont on aurait voulu, pour éviter notamment ces conflits. Alors c'est une très bonne chose d'avoir Nations Unies, mais aussi c'est une faiblesse qu'on n'a pas pu avoir un consensus dans le Conseil de sécurité. Et Nations Unies, c'est le forum des pays, mais on n'est pas là pour. On ne peut pas imposer, et on ne peut pas sanctionner les pays. On n'a pas ce pouvoir. C'est vraiment le pouvoir que donnent les États membres aux Nations Unies pour chercher le dialogue et le consensus. Mais il y a des défis énormes. Et vous connaissez, bien sûr, on voit que l'affaiblissement de l'esprit de compromis propre aux démocraties et l'indifférence à l'égard de règles collectives, comme la division qu'on a dans le Conseil de sécurité, sont vraiment pour moi des poisons du multilatéralisme. Et je vais mentionner 3 grands défis pour lesquels je pense qu'il faut avoir une solution multilatérale et il faut avoir un système, une architecture de règles internationales pour régler les problèmes, pour au moins gérer. D'abord, c'est tout ce qui est le climat. La moyenne de la température globale a été la plus élevée enregistrée au cours des 5 dernières années. Et la banquise l'Arctique rétrécit plus rapidement qu'initialement pensé. Les coraux de la mer, les coraux blanchissent et la désertification progresse plus rapidement que prévu. Et je crois que nous jouons avec l'avenir que nous entendons. Deuxième problème, les inégalités. Les inégalités entre les riches et les pauvres augmentent avec une population mondiale d'1 milliard en 1820, presque il y a 200 ans, qui est maintenant presque 8 milliards. Et à cause des inégalités et du réchauffement climatique, la migration et l'exploitation même de la migration augmentent. Vous savez que le 1% des personnes les plus riches du monde possèdent plus de 99% de la richesse de toute la planète. Ça veut dire qu'il y a une inégalité énorme, et quand on voit le pourcentage, avant c'était 10%, maintenant c'est 1%. Et je pense en plusieurs années, ça peut être 0,5%, 0,1%, parce que la richesse s'accumule avec un petit pourcentage des plus riches. Et les écarts sont de plus en plus grands. Troisièmement, un grand défi, je pense aussi, c'est dans le domaine technologique. Bien sûr, la technologie peut être très positive. C'est très bien d'être connecté, le téléphone, c'est très bien, Internet. Mais il y a aussi des grands défis dans le domaine technologique. Le virtuel est un nouveau territoire qui va bouleverser, à mon avis, nos économies et nos sociétés, avec un risque de manipulation, avec un risque de cybercriminalité. Et je crois qu'on a juste
au début des grands dangers de cybercriminalité. Et il existe un grand écart entre les innovations technologiques et les cadres juridiques qui existent actuellement. Imaginez-vous les conséquences d'un système autonome de repérer et attaquer de lui-même des êtres humains. Dans le domaine des armements, c'est presque une réalité. On peut envoyer des drones avec des armements. Et c'est un grand danger si on ne règle pas, s'il n'y a pas de règles internationales, justement pour gérer ces problèmes. Donc, le multilatéralisme, à mon avis, s'avère d'autant plus nécessaire maintenant, même s'il y a un affaiblissement de l'esprit multilatéral. Je pense que c'est d'autant plus important d'avoir un système multilatéral fort maintenant qu'en 1945. Et le multilatéralisme ne peut être fort que les États, il faut le dire. Parce que si les États ne donnent pas cet appui, les nations ne peuvent pas s'imposer. Je pense que le multilatéralisme représente une nécessité et une espérance également. Dans certains cas, je vais mentionner que les Nations Unies peuvent déployer des missions de maintien de la paix. Qu'est-ce que c'est la mission de maintien de la paix? C'est une mission où il y a des casques bleus, des militaires, des polices, pour garder l'ordre, pour maintenir l'ordre, et c'est autorisé seulement si le Conseil de sécurité approuve par résolution du Conseil de sécurité. Et on a cette résolution dans 14 pays dans le monde. Alors là, il y a des casques bleus. MINURSO, je donne juste des exemples de la MINURSO, de la mission pour le Sahara occidental, avec des observateurs militaires, justement pour faire le suivi, voir le monitoring, le suivi des mouvements militaires pour les aéros du Maroc, MINUSMA pour le Mali, MINUSCA pour l'Afrique centrafrique, la République centrafricaine, MINUSCO pour le Congo, UNMIC, Kosovo, UNIFIL, le Liban, UNIS dans le Sud, etc. Alors, ce sont tous les noms des missions des Nations Unies. Alors, ce sont des missions de maintien de la paix. Parfois, il y a des dizaines de milliers de militaires qui sont là-bas, justement par le casque bleu, pour maintenir la paix. La mission la plus grande, c'est au Congo. Et la chef de la mission du Congo, c'est une Algérienne, Leila Zerouki. C'est une mission, c'est la mission la plus importante en termes de nombre de staff. Également, les Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, peuvent déployer des missions politiques. Ce ne sont pas des missions avec des casques bleus, mais avec des analystes politiques qui font le plaidoyer politique. Et de la Libye, c'est un bon exemple. Alors, il y a une mission des Nations Unies, M. Salamé, Hassan Salamé, le secrétaire, le représentant spécial du secrétaire général, qui a une équipe d'analystes politiques, mais il n'y a pas de casque bleu. Ça veut dire qu'en Libye, ce n'est pas une question où on est en train de maintenir la paix à travers les militaires ou les casques bleus, mais c'est seulement une mission de dialogue politique pour rassembler les différentes parties autour de la table. Donc ce sont les deux missions, missions que les Nations Unies peuvent envoyer dans des pays en transition, en crise. Si il n'y a pas d'accord dans un Conseil de sécurité, si le pays ne veut pas, on ne peut pas envoyer une mission. C'est vraiment par une résolution du Conseil de sécurité. Si on n'a pas un consensus, on ne peut pas envoyer cette mission. Peut-être dans le Conseil de sécurité, il y a certains pays qui veulent une mission de maintien de la paix des casques bleus en Libye, mais il n'y a pas de consensus. Ça veut dire qu'on n'a pas de casques bleus en Libye. À part de ce travail donc politique et maintien de la paix dans le monde, il y a aussi l'aide humanitaire. Il y a des agences qui sont très fortes dans l'aide humanitaire, le PAM, le programme d'alimentation mondiale, et la HCR, au commissariat des réfugiés, UNICEF également, en programme d'urgence pour notamment appuyer les enfants en situation de crise. Et très souvent, les Nations Unies mettent en place des mécanismes de financement. Des grands fonds fiduciaires, c'est pour le Yémen, ou c'est pour la Syrie, en
bien sûr Palestine, etc. Donc ce sont des agences humanitaires qui donnent un appui dans cette situation. Nous avons une présence en Algérie des agences humanitaires pour Tidouf, pour les 5 camps de réfugiés sahraouis. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui était Premier ministre au Portugal, qui était la tête du Haut Commissariat des réfugiés avant, il souhaite vraiment renforcer le rôle de prévention des Nations Unies, parce qu'on a trop de conflits dans le monde. Mais il y a des moyens pour les prévenir, pour faire plus de concertation, plus des accords internationaux. Et également travailler plus sur la cause profonde des conflits, parce que finalement, il y a des conflits à cause des inégalités, à cause d'un accès inégal aux services publics, un accès inégal aux ressources, un vrai problème de développement. Et si on travaille sur le développement, c'est pas juste un développement économique, mais on prêche, on croit dans un développement durable. C'est pour cela notre slogan, c'est Ensemble pour un développement durable. C'est pour cela aussi la brochure que nous avons intitulée Ensemble pour un développement durable. Qu'est-ce que c'est un développement durable? Qu'est-ce qui est différent par rapport à la croissance économique ou à un développement normal? Le développement durable, c'est un développement en fait qui prend en compte aussi les besoins des générations futures. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une surexploitation des ressources naturelles, parce que sinon il n'en reste plus pour les générations futures. Il faut aussi qu'on peut avoir bien sûr une croissance économique rapide, mais pourrait avoir peut-être un prix très élevé pour l'environnement, pour la pollution. La Chine a eu une croissance économique remarquable, mais à Pékin, on a une pollution terrible de smog, alors c'est un prix très élevé. Nous croyons qu'il faut avoir un développement durable qui est équitable entre le développement économique, environnemental et social. Social, ça veut dire aussi une solidarité, pas juste un développement qui marche pour certains, pas pour les autres. Vous connaissez, vous savez bien sûr que l'Algérie est très forte dans le domaine du développement durable, parce qu'il y a une grande solidarité toujours, et il n'y a pas beaucoup, les inégalités ne sont pas très marquées par rapport à d'autres pays. Et il y a des moyens de mesurer aussi ce développement durable. Très souvent, vous voyez dans le monde qu'on mesure le développement durable, ou le développement par la croissance économique. On dira, cette année-ci, on a 2,5% en Algérie, on a eu peut-être 5% les dernières années, ça va bien, on a une croissance. Mais une croissance économique ne dit pas tout. Ça dit juste combien on produit, combien on consomme ensemble. Mais ça ne dit pas si l'environnement se dégrade ou non, s'il y a plus d'inégalités ou non, si on a un meilleur système de santé, un meilleur système d'éducation. Et dans ce sens, l'agenda 2030 a été adopté par l'Assemblée générale. Qu'est-ce que c'est l'agenda 2030? L'agenda 2030, c'est une agenda de développement durable qui a été adopté par tous les États membres en 2015 et avec des objectifs de 2016 jusqu'en 2030, donc sur une période de 15 ans. Et ils se sont dit, pendant cette période de 15 ans, nous voulons achever, nous voulons réussir 17 objectifs dans le monde. Et il y a 17 objectifs, on a aussi sur ici, il y a 17 les belles couleurs et sur le banner. Par rapport à éliminer la pauvreté, par rapport à l'environnement, lutter contre le changement climatique, par rapport à la préservation de l'écosystème maritime, terrestre, par rapport à pas seulement l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, mais également la qualité de l'éducation, la qualité de la santé, par rapport à l'emploi, pas juste n'importe quel emploi, un emploi qui est durable, une rémunération qui est juste, également par rapport à la solidarité mondiale, le partenariat mondial, également par rapport aux modes de production et des modes de consommation
durable, parce que bien sûr, on peut augmenter la consommation et la production, mais d'une manière qui n'est pas durable, avec une surexploitation des ressources naturelles. Alors voilà, c'est un agenda pour la durabilité, pour vraiment assurer que nos enfants et les enfants de nos enfants également vivent dans une planète en sécurité, une planète où on a un environnement sain, où il y a des moyens économiques pour bien vivre, pour avoir un travail et pour élever leur famille en bien-être avec dans de bonnes conditions. Chaque pays fait des rapports par rapport à cet objectif de développement durable. Et en 2019, c'est l'Algérie qui a fait son rapport. Pas chaque année, tous les pays font un rapport, parce qu'on a 193 rapports, ce serait un peu trop. Mais chaque 3-4 ans, il y a des pays qui vont le rapportage. Les dernières, c'était le Maroc qui a fait un rapport, par exemple, cette année-ci, c'est l'Algérie. Chaque année, il y a une trentaine, quarantaine de pays qui font le rapport. Et en 2019, l'Algérie présente son rapport à New York aux Nations Unies, au Conseil économique et social, par rapport à tout ce que l'Algérie a fait depuis 2015 jusqu'à présent, par rapport à cet objectif de développement durable. Avant 2016, on avait les objectifs du millénaire de développement. C'est des objectifs qui étaient fixés de 2000 à 2015. Et l'Algérie a fait un rapport à la fin et une grande partie, sinon quasi tous les objectifs ont été atteints. C'est vraiment un grand succès. Les objectifs de développement durable sont plus difficiles encore à atteindre parce que ce n'est pas seulement quantitatif, c'est pas seulement voilà, on veut que tout le monde ait accès à l'éducation ou que la mortalité infantile va réduire. C'est également par rapport à la qualité des soins, la qualité de l'éducation, la qualité du travail, la qualité de l'environnement. Alors c'est beaucoup plus qualitatif que seulement quantitatif. Et c'est l'agenda 2030, en fait, c'est un agenda pour tout le monde. C'est pas seulement un agenda pour les gouvernements, c'est pas seulement un agenda pour les politiciens. C'est vraiment un agenda pour nous tous. Chacun va contribuer aux objectifs de développement durable. Parce que si les citoyens ne contribuent pas, on ne peut jamais réussir ces objectifs. Également, il y a un rôle que les universités peuvent jouer par rapport aux objectifs de développement durable. Un des objectifs, c'est par rapport à l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le recyclage, par exemple. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour réussir ces objectifs de développement durable. Alors, j'ai parlé un petit peu sur comment on va mesurer un développement durable. Bien sûr, il y a l'indicateur qu'on utilise tout le temps, c'est la croissance économique. À mon avis, bien sûr, c'est un bon indicateur, mais c'est juste l'indicateur de combien on consomme, combien on produit dans un pays. C'est sur la taille de l'économie, mais ça ne dit pas grand-chose sur la qualité des soins, la qualité de l'éducation, etc. Nations Unies, ou le programme Nations Unies pour le développement, c'est l'agence principale pour le développement, a développé l'indice de développement humain, IDH. Et c'est l'indice qui sort chaque année, et qui a un classement des pays. L'Algérie est 85 cette année-ci. Ça prend en compte d'autres indicateurs, pas seulement croissance économique, mais également l'espérance de vie, donc, qui est à 76 plus ou moins pour l'Algérie, 76 ans, l'espérance de vie d'une personne. La durée moyenne de la scolarité, la durée attendue de la scolarisation. Là, on peut s'améliorer encore, je pense, parce qu'il y a une déperdition scolaire qui est encore trop élevée. Mais voilà, c'est un indice qui est important et les pays se comparent. L'Algérie est en tête du continent africain par rapport à l'indice de développement humain. C'est plus élevé qu'au Maroc, plus élevé en Tunisie, par exemple, plus élevé qu'en Afrique du Sud. Ensuite, il y a aussi des indicateurs et des
cible des indicateurs des objectifs de développement durable. Je vous ai dit déjà qu'il y a des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. C'est très difficile de comparer des pays à travers des indicateurs qualitatifs, parce que bien sûr c'est une appréciation qualitative qui peut varier. Mais si on voit juste les indicateurs quantitatifs, l'Algérie est classée 64e. Et c'est également un rapport qui sort chaque année par le SDG Index, l'indice ODD, l'indice Sustainable Development Goals. Le grand défi, c'est de donner désagrégé. Moi je dis désagrégé parce que c'est une agenda pour ne laisser personne pour compte. On veut que le développement durable soit pour tous. Ça veut dire, si on est au sud, si on est sur le haut plateau, l'est, l'ouest, le littoral, il faut que c'est un développement pour tout le monde. Et également pour les hommes, pour les femmes. Bien sûr, j'ai dit déjà que l'Algérie, c'est un pays avec une grande solidarité, mais on connaît aussi des pays où il y a des grandes différences entre hommes et femmes, où il y a des grandes différences entre nord et sud, ou l'est et ouest. Et c'est important d'avoir des données des différentes parties du pays pour pouvoir mesurer que si le développement est équitable. Les Nations Unies, en appui bien sûr au gouvernement, fait actuellement une grande enquête, 31 000 ménages sur les indicateurs sociaux. Et on a divisé l'Algérie en 10 régions pour voir si effectivement l'éducation, santé, les différents indicateurs sont les mêmes dans toutes les différentes régions, ou peut-être c'est un peu moins dans certaines régions. C'est important de savoir, parce que là on peut corriger. Si on ne mesure pas, on ne peut pas corriger. Et on voit les indicateurs, l'ONS, la plupart des indicateurs sont au niveau à l'échelle nationale. Ce n'est pas à l'échelle wilaya, ou à l'échelle décentralisée. Et si on a ces données de manière désagrégée, on peut corriger. On a cette connaissance qu'il y a des écarts entre des différentes régions. Mais l'exercice est toujours très coûteuse. Très coûteux. C'est une enquête coûteuse. Parce que faire une enquête 31 000 ménages dans 10 régions, c'est pas évident. Et c'est pour cela aussi que beaucoup de données de l'ONS ne sont pas au niveau de wilaya. Parce que, ou sinon, c'est de temps en temps, mais pas chaque année, parce que c'est cher. Et seulement certains indicateurs sont mesurés de manière régulière. Bien sûr, par rapport à l'inflation, mais pas dans tous les 99 indicateurs des objectifs de développement durable. Nations Unies, on est basé à New York, le siège des Nations Unies est à New York. On a aussi certains bureaux régionaux, Addis, Bangkok, etc. On a 33 agences, ce sont des agences spécialisées, l'UNESCO pour la culture, pour l'éducation supérieure. On a la FAO pour l'agriculture. Il y a des agences qui sont très spécialisées. Bon. Aussi très spécialisées l'atomique. L'UNICEF. Voilà. L'OMPI, il n'y a pas entendu OMPI. C'est l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Tout ce qui est propriété intellectuelle. C'est très important si on veut protéger des innovations, des propriétés intellectuelles. Ensuite, les institutions Bretton Woods, alors la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, sont apparentées à l'ONU. Bon, elles ne sont pas vraiment des agences des Nations Unies, mais elles sont apparentées au système des Nations Unies. En Algérie, maintenant je vais parler de l'Algérie, on a 14 agences. Donc j'ai dit qu'il y a 33 dans le monde entier, mais ici, pas toutes les agences ont un bureau à Alger. Mais il y en a 14 qui ont un bureau à Alger. Bon, j'ai dit déjà que je suis le coordonnateur résident, donc je coordonne le travail de ces 14 agences. Notre mandat, ce n'est pas un mandat politique, c'est un mandat de développement durable. On a des experts qui viennent justement pour le développement durable dans les différents domaines.
Et ensuite, comme je vous ai dit aussi, à l'action humanitaire à Tindouf, à travers notamment 3 agences de femmes à Tchèvres. Et dans quel domaine exactement on travaille? Il y a un accord avec le gouvernement algérien et les Nations Unies qu'on a signé, et ils nous ont demandé d'aider dans 4 domaines. Ils ont dit d'abord la diversification économique, parce que l'économie algérienne est trop orientée vers les hydrocarbures, on le sait. On n'exporte pas suffisamment hors hydrocarbures, et il faut développer des filières, il faut développer des secteurs qui sont prometteurs, dans lesquels on peut créer des emplois, on peut exporter, et que l'économie ne peut pas dépendre seulement des hydrocarbures. Parce que le pays devient vulnérable. Maintenant, peut-être le pétrole, le baril est à 70 $, mais ça pourrait descendre à 35. Et là, ça aura une conséquence énorme parce que le budget de l'État dépend d'une grande partie des recettes du pétrole, du gaz. Alors c'est important d'avoir une économie qui est diversifiée, et c'est pour cela que les Nations Unies appuient dans certains secteurs. L'agriculture est un bon exemple avec la FAO, le Food Agricultural Organization. C'est l'organisation qui travaille surtout sur la sécurité alimentaire. Et ils viennent avec l'expertise pour améliorer la qualité dans l'agriculture, pour améliorer la qualité même dans l'agro-industrie, avec une expertise, et également dans le domaine, je donne un exemple, la pêche. Comment mieux développer le secteur de la pêche, pas juste pêche artisanale, l'agriculture, parce qu'il y a énormément de potentiel de l'agriculture saharienne. On le voit avec les grandes fermes d'agriculture, avec des poissons d'eau douce. Il y a un marché. Deuxièmement, le domaine social. Il y a énormément de progrès que l'Algérie a fait, c'est vrai, dans le domaine de l'éducation, de la santé. On voit même dans les universités, il y a 1,7 million d'étudiants. Il y aura bientôt même 2 millions d'étudiants en Algérie. Consentis maintenant avec 4 universités islamiques, bon, 4 universités. Ça veut dire qu'il y a, en termes d'accès à l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de progrès. Mais on travaille aussi par rapport à la qualité de l'enseignement, pour améliorer la qualité de la santé, parce que oui, par rapport à la couverture sanitaire universelle, couverture sanitaire, on est très bien, mais par rapport à la qualité des soins, on peut faire des améliorations dans certains domaines. Et c'est pour cela que l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de santé, travaille étroitement avec le ministère de la Santé, avec l'expertise. Qu'est-ce qu'on fait en tant que Nations Unies? Bon, en fait, on a un réseau de 130 pays où on a des bureaux. On a des bureaux en Turquie, des bureaux en Bangladesh, ou en Malaisie, ou en Pérou, en Argentine, au Mexique. Et voilà, on a des bureaux partout dans le monde. Et on essaye de savoir où sont les meilleures pratiques, les bonnes expériences, où est-ce qu'on a eu une expérience qui peut être un peu semblable à l'Algérie ou à l'autre pays où on travaille, et on peut ramener l'expertise dans ce domaine des autres pays. Voilà ce qu'on a fait en Turquie, ou en Égypte, ou en Tunisie, ou dans d'autres pays, ou en Malaisie, et on ramène l'expertise des autres pays, et également on utilise l'expertise de l'Algérie pour d'autres pays qui ont besoin de l'Algérie, parce que chaque pays fait son développement, ses expériences, et on a eu cette année, l'année dernière, pas mal de conférences avec des pays du Sahel, par exemple, avec des expériences, valoriser les expériences en Algérie, et comment on peut les exporter dans des pays du Sahel. Troisièmement, c'est la gouvernance, et surtout la gouvernance locale. Comment développer les plans de développement local, appuyer les autorités locales, comment avoir une démocratie participative. Comme vous le savez, avec la révision aussi de la Constitution, c'est la démocratie participative qui est au cœur. Comment le faire? Comment impliquer la société? Comment rendre la société plus participative dans le développement? Alors il y a des projets spécifiques pour cela. Et entre autres,
dans des communes dans lesquelles on travaille. Quatrièmement, c'est le domaine de l'environnement. Très important. Parce que, bon, vous avez vu déjà un des grands défis mondiaux, c'est l'environnement. Peut-être vous dites, bon, pour moi, c'est pas très important, l'environnement, ça va, on est bien en Algérie. Ce qui se passe dans le monde a un impact sur vous. Et chaque fois, on voit qu'il y a de plus en plus d'extrémités dans les intempéries, également dans le météo. Et il y a des pays, bien sûr, qui ont peur pour le changement climatique avec le niveau de la mer qui augmente. Moi, je viens des Pays-Bas. C'est un tout petit pays, mais quand même 35% de notre territoire se trouve en dessous du niveau de la mer. On a des digues qui nous protègent, mais s'il y a de plus en plus de tempêtes, des plus de pluie, le niveau de la mer augmente, bon, il faut être sûr que les digues sont suffisamment hautes, fortes pour que l'eau ne va pas envahir la terre. Également, les fleuves, parce qu'il y a beaucoup de neige dans les montagnes, en printemps, il y a trop d'eau qui passe par les fleuves et ça donne des inondations. Alors ça a un impact tout de suite sur bon, dans ce cas-là, mon pays. Mais également pour l'Algérie. Il y aura aussi l'impact. On dit, bon, on est à 700, 800 mètres, ça va, la mer ne va pas arriver ici. C'est pas la mer, c'est également par rapport à la pluviométrie, par rapport à l'extrémité. Et on voit que comme je vous l'ai dit, la température mondiale est la température mondiale globale, la moyenne a été la plus élevée au cours des 5 dernières années, ça veut dire quand même, et probablement même cette année 2018 risque de faire partie de ces les années les plus chaudes. Alors ça veut dire que ça va être les 6 dernières années, les années les plus chaudes de l'histoire. Alors ça aura un impact. Et c'est important d'être prêt, de s'adapter et aussi de préserver la biodiversité. On a un projet spécifique comment gérer avec les parcs naturels, les parcs culturels, les zones humides. Les zones humides, c'est important pour la flore et faune. Comment on peut préserver cette biodiversité. Voilà alors les 4 domaines dans lesquels on intervient. Je dis juste très brièvement, parce que j'aimerais bien avoir un peu de discussion avec vous, j'ai déjà trop parlé. Quelques agences qui travaillent en Algérie, le PNUD, qui est l'agence la plus grande en termes de projet de développement, surtout par rapport au développement local, mais aussi par rapport à la participation politique des femmes, un thème très important pour le PNUD. L'équité de genre pour le secrétaire général est très important. Moi, je suis coordonnateur résident du système des Nations Unies. Il y a 130 pays où il y a un coordonnateur comme moi. On est 51% femmes, 49% hommes. Bon, pas 55%, c'est 50%. C'est important, nous pensons que c'est important d'avoir une parité, d'avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités. Bien sûr, la participation dans la vie économique, c'est un choix, mais au moins il faut que tout le monde ait les mêmes opportunités. Ensuite, l'OIT, Organisation internationale du travail, qui travaille beaucoup dans le domaine de l'emploi, aussi par rapport à la transition université monde du travail et l'employabilité des jeunes. Ils travaillent aussi dans plusieurs universités en Algérie, par exemple Tlemcen, Béjaïa, Alger. Ils ont des programmes d'employabilité, d'entrepreneuriat, ils ont des programmes sur l'emploi, comment aider les diplômés, les étudiants à se préparer pour le monde du travail. La FAO, j'ai mentionné pour l'agriculture, l'ONU dit pour le développement industriel. Si l'Algérie maintenant commence à avoir beaucoup plus des industries, c'est la l'ONU dit qui a beaucoup d'expertise dans ce domaine. UNICEF pour les enfants, OMS, Organisation mondiale de santé, alors c'est pour la santé, ONU-SIDA, lutte contre le VIH-SIDA, et le FNUA, Fonds des Nations Unies pour la population, qui appuie notamment pour le recensement de la population, qui ont un mandat très spécifique pour la population, également la santé reproductive, ce qui est lié à la population. ONU Femmes, c'est l'agence pour les femmes.
UNICRI, c'est un centre régional, mais vraiment très spécialisé sur la recherche sur le crime et la justice, et l'OIM pour la migration, qui ont des programmes de migration et qui font aussi des programmes de rapatriement des migrants à leur pays d'origine. Voilà alors des exemples des agences qui sont ici. On a distribué des brochures qui mettent en exergue le travail des Nations Unies de toutes ces agences ici en Algérie, pour vous donner un peu l'idée de ce qu'on fait actuellement. Voilà, je ne voulais pas parler trop, parce que j'aimerais bien avoir aussi un dialogue. Vous pouvez poser des questions, ce que vous voulez, sur les Nations Unies, soit dans le monde, soit ici en Algérie. Je vous remercie. Voilà, donc merci Monsieur Eric Javès, président coordonnateur des Nations Unies à Alger. Aujourd'hui, il est à Constantine et j'espère que le panel ici présent dans ce lieu, qui est représenté bien sûr en premier lieu par les doyens, vice-doyens et directeurs, les grands représentants, les chefs de département, les enseignants-chercheurs, et bien sûr, dans le troisième rang, si on puisse dire, nos doctorants qui préparent là. Et puis nous avons implicitement ou intuitivement nos étudiants qui sont mis un petit peu à l'écart, nos masters qui sont ici et à qui on remercie d'être présents aujourd'hui parmi nous. Et en votre nom, bien sûr, je remercie M. Eric de nous avoir donné un aperçu assez important sur les activités de la coordination Nations Unies à Alger. Et ceci nous donnera aussi la possibilité de prospecter à travers cette session, cette rencontre, et connaître davantage à travers les agences, et pourquoi pas aller au-delà, travailler, prospecter, voir comment tisser des liens avec toutes ces agences, parce qu'il y a toujours des aspects sur lesquels nous pourrons contribuer, nous pourrons travailler pour rentrer davantage dans les différentes actions que mènent les Nations Unies en Algérie. Voilà, donc c'est une belle matinée, belle occasion. Ben, profitons, parlez-en, le débat est tout. Je pense qu'on a la projection et après... Oui, on a en fait, merci beaucoup. Oui. On a une petite vidéo de 5 ou 6. Ok, allez. Après la vidéo, on va débattre. Hein? Ça vous donne le temps de réfléchir aux questions. Les Nations Unies en Algérie, ensemble pour un développement durable. Les relations entre l'Algérie et l'Organisation des Nations Unies remontent à 1955, année d'inscription de la question algérienne à la 10e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Algérie a entériné cette démarche en devenant le 109e membre de l'ONU le 8 octobre 1962. Depuis plus de 50 ans d'adhésion aux Nations Unies, l'Algérie s'est distinguée par son appui à la résolution pacifique de crises internationales et régionales et par ses contributions aux débats internationaux sur les agendas globaux de développement. Le système des Nations Unies en Algérie rassemble 14 agences, fonds et programmes présents sur le terrain et met son expertise à disposition du gouvernement et du peuple algérien. Le système des Nations Unies fournit aux partenaires nationaux une expertise technique de haute qualité, un réseau de connaissances mondiales et régionales ainsi qu'une plateforme de partage d'expériences grâce à sa présence dans plus de 130 pays. Le système des Nations Unies met son expertise collective au service de l'Algérie à travers un cadre de coopération stratégique avec le gouvernement algérien.
l'entrée en vigueur de ce cadre, le système des Nations Unies a accompagné le gouvernement algérien à travers des actions d'appui technique qui se sont traduites par la mise à disposition d'expertise en matière de formulation de politiques et stratégies, de renforcement des capacités, d'échange d'expériences et d'encouragement à l'innovation. Le système des Nations Unies a par exemple appuyé la création de nouvelles opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat, notamment pour les jeunes diplômés et les femmes dans des secteurs hors hydrocarbures, susceptibles de diversifier davantage l'économie. Le système des Nations Unies appuie également l'Algérie dans la consolidation du développement local en renforçant les capacités des acteurs locaux en matière d'élaboration des plans de développement. Dans le domaine social, l'Algérie a beaucoup d'acquis, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation en particulier, et l'appui du système des Nations Unies vise à consolider ces acquis. Outre ses activités opérationnelles de développement, le système des Nations Unies accompagne l'Algérie dans son assistance humanitaire multisectorielle aux réfugiés sahraouis. En effet, depuis 1975, l'Algérie accueille les réfugiés du Sahara occidental répartis dans 5 camps, situés près de Tindouf. C'est dans ce cadre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance apportent aux côtés d'organismes nationaux et internationaux une aide humanitaire aux réfugiés sahraouis les plus vulnérables dans les secteurs de la protection, l'éducation, la santé, l'alimentation et la nutrition, l'eau et l'assainissement, la fourniture d'abris et de moyens de subsistance. En plus de programmes spécifiques de coopération et d'appui, le système organise également des actions conjointes de sensibilisation pour promouvoir les normes, principes et valeurs des Nations Unies en collaboration avec les institutions publiques algériennes. Ainsi, le 24 octobre de chaque année est célébrée la Journée des Nations Unies conjointement avec le ministère des Affaires étrangères. La célébration d'autres journées internationales a également été l'occasion de plaider en faveur des valeurs, normes et principes des Nations Unies, tels que la Journée internationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, célébrée le 25 novembre, ou la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre. Durant le sommet sur le développement durable, le 25 septembre 2015, les États membres de l'ONU, dont l'Algérie, ont adopté un nouveau programme de développement durable à l'horizon de 2030, qui comprend un ensemble de 17 objectifs mondiaux que les États s'engagent à atteindre d'ici là. Les objectifs de développement durable, les ODD, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Ces 17 objectifs sont compris dans un programme global unique qui sous-entend l'idée que le développement durable nécessite des progrès simultanés sur les questions économiques, sociales et environnementales. Dès l'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable par les États membres, l'Algérie a organisé des événements de sensibilisation aux ODD. En partenariat avec le Haut Commissariat à l'Amazirité, les ODD ont également été traduits en langue tamazir en vue d'une plus large diffusion de ces objectifs. Un comité interministériel de coordination et de suivi des ODD, présidé par le ministère des Affaires étrangères, a été mis en place en septembre 2016. Le système des Nations Unies a proposé une approche coordonnée pour appuyer la mise en œuvre des ODD. Dans cet esprit, le système des Nations Unies continuera d'être un partenaire de confiance pour l'Algérie en vue de promouvoir un accès égal aux dividendes du développement et pour l'accompagner dans la formulation et la mise en œuvre d'une approche intégrée pour un monde juste et durable et qui ne laisse personne pour compte. À travers tous ces objectifs, les 17 objectifs, c'est pour nous une source
source d'inspiration, source d'idées et source de propositions, de parcours de formation, de partage avec, bien sûr, les experts et les agences, et puis préparer les futurs diplômés de l'université à concrétiser ces objectifs dans la dimension est fixée jusqu'à 2030. Voilà. Donc, j'espère que ici présents, les uns et les autres puissent puiser dans ces différents objectifs de développement durable, comment préconiser et définir des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, des nouveaux parcours, de la recherche scientifique. Voilà, je pense que ces aspects-là nous interpellent à juste titre et je pense que c'est une belle matinée de comprendre aujourd'hui qu'on peut participer activement à tout ça. Allez, Sarah, Monsieur Charles, rapidement. Voilà. Et vice-président de l'Association nationale de l'évaluation des politiques publiques créée en 2017. Donc, suffisance accordée au suivi et à l'évaluation. Donc, c'est-à-dire la production de l'information, le suivi, l'évaluation objective, les 8 objectifs de l'autre. Et cet aspect a été pris en charge pour le programme des ODD 2016-2030, normalement. Mais je trouve que le système des Nations Unies ne fait pas d'effort. Parce que c'est vraiment un problème. Les pays en Afrique surtout n'arrivent pas à fournir et à mesurer correctement, objectivement ces objectifs. Ils n'arrivent pas à fournir des indicateurs justes pour la réalisation de ces objectifs. Donc en Algérie, on a fait des efforts en 2017. On a institutionnalisé finalement l'évaluation des politiques publiques. Et l'un des autres... Oui. Merci, monsieur. Bien sûr, je parle de la recherche et de la formation doctorale en tant que vice-recteur, bien sûr, et nous avons ici parmi nous des doctorants et des enseignants-chercheurs, et nous activons tous, vous savez très bien aussi que l'université est très active dans le domaine de la recherche et de la formation doctorale. Et je voudrais savoir si vous avez des programmes de recherche bien précis, essentiellement dans le développement durable, dans lesquels, bien sûr, nous, on peut apporter, si on veut, une contribution dans laquelle on peut s'intégrer et qui pourrait aussi permettre à nos enseignants-chercheurs et doctorants d'avoir donc une recherche très active dans ce domaine. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, notre cher invité. Je me présente, professeur Benabbas Samia, membre fondatrice et vice-présidente de l'Académie algérienne des sciences du millénaire. On a fait la table ronde à Alger, même au CNES, et on a fait la table ronde aussi des États-Unis pour la partie Amérique, notamment l'Amérique latine, et que le CNES était membre, je dirais, important dans la table ronde qu'on a animée aussi au Brésil. Et par rapport à ça aussi, j'ai eu affaire avec les Nations Unies en Algérie, avec l'ONUDI, l'importance de l'université de Constantine dans les mailles constructives du pays. Je crois qu'on ne les exploite pas assez, notamment dans les relations Nations Unies, université, recherche. Parce que l'université de Constantine, notamment la une, sur ce qu'elle fait déjà comme programme, elle peut être un excellent gisement de collecte d'informations et de connaissances. On aurait pu craindre que la barre est très haute pour le monde, pas
mes élèves à beaucoup de ces, what you call in English, issues. Voilà, là j'essaye, c'est vrai que ces objectifs-là sont plus visibles dans le moyen, dans le secondaire, à travers les différents mondes possibles. Moi je pense que la question des objectifs durables est aussi une question d'esprit de contagion. C'est-à-dire où on est passionné par le sujet, où on ne l'est pas. Personnellement, je dors en pensant aux objectifs durables et je me réveille en y pensant. C'est quelque chose qui me passionne énormément. C'est quelque chose que je fais un petit peu au quotidien, mais autant que personne, qu'individu personnel. Mais je trouve que les activités que je porte avec mes étudiants ne sont pas assez valorisées. Et voilà, je voulais savoir comment faire justement pour porter à la connaissance des Nations Unies ces activités, car je pense qu'à un moment donné, il faut recenser toutes les activités. Alors oui, il y a des activités qui sont recensées quand il s'agit d'énormes actions médiatisées, mais comment recenser les activités d'individus simples et qui font des choses pour changer le monde au quotidien et qui ne sont pas entendus. Voilà, merci. Quelles sont les solutions que proposent les Nations Unies, surtout que l'Algérie est la porte vers l'Europe. Et c'est ça. Le renforcement de capacité, le travail des indicateurs, c'est très pertinent comme question. L'Algérie qui prépare maintenant son rapport 2019, le rapport volontaire sur les ODD, il faut faire un travail des indicateurs avant de pouvoir faire même ce rapport. Alors, on travaille étroitement avec l'ONS, l'Office national statistique, pour voir comment on peut d'abord faire une sélection des indicateurs, parce que j'ai mentionné les 17 objectifs, mais en fait, il y a encore 160 cibles et 232 indicateurs. Mais beaucoup des indicateurs sont mentionnés, même pas avec une méthodologie bien définie. Et ce n'est pas évident de le mesurer. Et c'est impossible aujourd'hui de faire un rapportage sur 232 indicateurs. C'est pas possible. Parce qu'on n'a pas encore pu développer la méthodologie pour chaque indicateur. Alors c'est important qu'il y ait un travail de sélection et même de voir avec tous ces 17 objectifs de développement durable et tous ces indicateurs, finalement, qu'est-ce qui est important pour la jeune. Vous avez fait beaucoup de progrès. Dans certains domaines, on dit par rapport à la réduction de la pauvreté, l'Algérie est déjà très bien. En termes de pourcentage de pauvreté, c'est très petit, très peu par rapport à ce qui était dans le passé, par rapport à d'autres pays. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels peut-être qu'il y a beaucoup plus de travail à faire. Je ne veux pas dire que les 10 objectifs ne sont pas tous valables. Non, ils sont tous valables et pertinents. Mais un pays peut se concentrer sur un certain nombre des objectifs et un certain nombre d'indicateurs et dire, voilà, on va s'approprier ces objectifs. Et pour moi, ce qui est vraiment important et sur la plus grande priorité, c'est ABCD. Et on choisit les indicateurs sur lesquels on va faire notre rapportage. Parce qu'on a décidé, en concertation avec les différents secteurs, et inclus société civile, voilà ce qui est important pour l'Algérie. Les objectifs de développement durable, c'est une vision du monde. C'est une vision comment on veut avoir le monde. Imaginez-vous si on peut réussir cet agenda tellement ambitieux. Ça va être fantastique. Qu'il n'y a pas de pauvreté, qu'on a plus de femmes dans le monde, qu'on a un environnement sain, que la biodiversité est garantie, que tout le monde, qu'il y a vraiment une bonne gestion de l'emploi, qu'il y a la solidarité dans le monde. C'est fantastique. Mais il faut être réaliste. On sait aussi que c'est un agenda qui est très ambitieux et pour chaque pays, il faut l'ajuster à la réalité et voir surtout quelles sont les grandes priorités à court terme, dans les années à venir, quelles sont les grandes priorités. Et c'est un travail qui est en cours. Il y a le comité interministériel au niveau du ministère des Affaires étrangères où tous les différents secteurs y participent. Et c'est justement ce comité qui prépare le rapport pour 2019. Et en tant que système Nations Unies, on donne un appui. On a un appui
Et on organise par exemple au mois de décembre probablement un séminaire justement sur les indicateurs avec nos experts, parce qu'il y a la commission statistique des Nations Unies. On donne un appui justement pour assurer qu'il y a ces indicateurs arrêtés et qu'on a la méthodologie établie et qu'on peut faire le rapportage. On travaille alors sur le renforcement de capacité, également à plusieurs niveaux. J'ai mentionné le programme de développement local. Moi, je crois beaucoup dans le développement local, la démocratie participative. Ça aussi, ça veut dire qu'il faut renforcer les capacités à niveau local. Il faut aussi avoir le budget disponible pour avoir les données désagrégées. Par exemple, quand on parle pas seulement des indicateurs, c'est pas juste la moyenne nationale. Dans le rapportage, il faut aussi montrer qu'on ne laisse personne derrière, personne pour compte. Ça fait partie de l'agenda. On veut montrer que le développement marche pour tout le monde, pas seulement pour une certaine proportion, une certaine partie de la population. Deuxièmement, par rapport à la recherche et ce qu'on peut faire par rapport à la recherche, il y a plusieurs recherches qui sont faites par beaucoup plus des analyses, des recherches par le système des Nations Unies en coopération avec, par exemple, la CREAL, le centre de recherche. Actuellement, avec une étude sur la sécurité alimentaire, alors ce qui est très important, comment on mesure la sécurité alimentaire, c'est pas juste la production céréalière, c'est aussi la nutrition. C'est une étude qui est en train de se faire avec l'appui des agences des Nations Unies, entre autres la FAO, peut-être le PAN, Programme Alimentation Mondiale, mais notamment avec la FAO, c'est le mandat. Et on a un centre d'information des Nations Unies, ça s'appelle UNIC, United Nations Information Center, basé à Alger. Madame Nadjet, qui est venue avec moi aujourd'hui, elle travaille dans ce centre d'information. Et bien sûr, c'est disponible à travers l'océan Alger, je sais, mais on a la bibliothèque où je trouve également différentes recherches qui ont été faites. Et les Nations Unies fait beaucoup de recherches dans le monde entier qui sont également disponibles à travers le centre d'information. Et je pense que c'est important que aussi les étudiants doctorats, qu'ils ont accès, qu'ils savent où se trouvent justement les recherches qui ont été faites par les Nations Unies, les différentes publications qu'il existe, parce que quand même c'est une référence. Beaucoup de ces documents sont disponibles online, c'est en ligne, d'autres sont peut-être pas en ligne, mais on peut les avoir aussi à travers le centre d'information. Alors je pense qu'il y avoir un meilleur lien entre les universités et les centres d'information des Nations Unies. C'est important pour justement avoir cette connaissance des études, des publications qu'on a fait en Algérie, mais aussi régionales dans le monde. Par rapport alors à, je suis très content, c'est le travail bien sûr de notre partenariat avec le CNES, un travail très important pour les OMD, l'objectif du millénaire de 2000-2015, et le CNES, le Conseil national économique et social, qui a fait un rapport sur le développement humain pour l'Algérie et a pris le thème de la jeunesse comme le thème principal de cette publication. Et je ne sais pas si vous connaissez cette publication, mais je trouve que cette publication, qui date déjà de plusieurs années, mais reste toujours très pertinente. Il y a une très bonne analyse. Et récemment, on a discuté le mois dernier avec le CNES, on a justement discuté comment on peut actualiser un peu le rapport du développement humain, peut-être l'accès un peu plus sur le travail des jeunes, l'accès au travail par la jeunesse, qui est vraiment un thème très important pour l'Algérie, et actualiser un peu le rapport, il a déjà donné, approfondir un peu plus encore l'analyse, mais c'est un excellent rapport qui a été. Bien sûr, le CNES a participé beaucoup dans les tables rondes aussi pour définir même les ODD. Les ODD, comment on a défini, c'est grâce aussi au travail du CNES, parce que toutes ces tables rondes de données sont allées à New York et
Et ensuite, ils ont formulé cette liste d'objectifs. L'ONUDI, la question c'est aussi par rapport à l'ONUDI. J'ai compris que l'ONUDI, bon, il travaille en consenti, notamment dans l'industrie créative, et aussi ils ont parlé par rapport à avoir même un master dans design et dans l'industrie créative, ce qui serait très très bien avec les meilleurs experts qui peuvent venir dans le monde design. Et je crois qu'il y a un travail très intéressant qui a été fait. On a célébré, comme je vous ai dit, la journée Nations Unies le 24 octobre. On a célébré dans le palais de la culture à Alger et on a ramené des artisans dans plusieurs domaines, bijouterie, de diamants, de tapisserie, etc. Et plusieurs d'entre eux qui ont été formés justement par l'ONUDI en design. Et on voit la différence que ça fait quand on utilise un nouveau design, nouvelles idées, et ça commence vraiment, je pense, à décoller maintenant le secteur. Alors c'est un très bon exemple. Et je pense que les universités, qui sont un centre de savoir, de connaissances, j'espère qu'on pourrait commencer avec un réseau de connaissances, et justement par rapport aux ODD. Ça rejoint aussi un peu la prochaine question. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce qu'un individu, mais aussi qu'est-ce que l'université, qu'est-ce que l'éducation peut faire par rapport aux ODD? Les ODD, finalement, c'est une vision, c'est une très bonne manière de dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut dans le monde? Qu'est-ce qu'on veut que le monde devienne dans 20 ans, dans 10 ans, dans ODD 2030, ça veut dire en 12 ans. Où est-ce qu'on veut qu'on soit en 12 ans, d'aujourd'hui en 12 ans? Et c'est bien de l'amener, et ensuite, dire, voilà, mais qu'est-ce que moi, je pourrais faire? Il y a beaucoup de matériel qui existe par rapport aux ODD, beaucoup de matériel éducatif aussi qui ont été développés par le département d'information des Nations Unies. Donc, Mme Naguette aussi fait partie de ce département. Justement pour aider, pour avoir des matériels éducatifs, comment mieux promouvoir cette vision et cette passion, parce que finalement, si on peut avancer vers ces objectifs de développement durable, c'est fantastique pour le monde. Ensuite, comment l'Algérie peut prendre part, alors c'est un peu, ça rejoint aussi un peu ce que je viens de dire, c'est par rapport, oui, il y a au niveau disons, politique le comité interministériel, mais également au niveau même des universités, au niveau décentralisé, au niveau BIA, on peut avoir une discussion justement par rapport aux ODD. Dans le projet de développement local que je viens de mentionner, on est en 10 communes entre autres groupes, on a cette discussion avec la commune de l'Europe en disant comment on peut réaliser cette liste d'objectifs au niveau de la commune et quelles sont les priorités que vous avez. Un autre projet qu'on est en train de lancer, qu'on a lancé pour Constantine, c'est la gestion intégrée des déchets ménagers. Parce que, en fait, c'est une perte énorme parce que les déchets ont une valeur. On peut le recycler. Et c'est pas encore, on n'a pas encore suffisamment utilisé et profité de ces possibilités avec un tri de déchets, recyclage, etc. C'est un projet où on souhaite avoir avec un grand appui du secteur privé, notamment avec le groupe Juventus, pour ramener la dernière technologie dans le domaine du recyclage. Pour qu'on peut vraiment faire plus de recyclage, ça veut dire réduire aussi les émissions CO2, réduire aussi la pollution. On a fait une campagne de nettoyage des bas-fonds de la mer avec la ministre de l'Environnement. Récemment, je l'ai fait il y a 2 mois, je pense. On a fait un plongée près d'Alger. Et vous n'imaginez pas combien de bouteilles plastiques on en trouve, mais c'est des décharges, c'est vraiment des décharges dans certains endroits, à cause du courant, de l'eau, etc. Il y a des décharges énormes que vous ne voyez pas, mais qui ont une pollution énorme. Et les recherches ont montré qu'il
il y a au moins 80%, 90% des oiseaux et des poissons qui ont des particules de plastique dans leurs organismes, dans leur système. Si les poissons, les oiseaux ont ça dans leur système, ça veut dire que ça va, ça va venir dans notre système également. Ça va avoir un impact sur notre santé. Alors, faire le plaidoyer de ça. Alors, l'université peut faire le plaidoyer, peut faire une journée de sensibilisation sur certaines choses. Il y a plein de choses que l'université peut faire, qu'une école peut faire dans le domaine de la sensibilisation, mais aussi par rapport à la recherche. Vous, pourquoi il n'y a pas plus de recherche de l'université dans le domaine qui touche directement de l'ODD? Par rapport où est-ce qu'est l'Algérie, par rapport à un certain indicateur, une certaine cible des ODD. Et qu'est-ce qu'on peut recommander pour faire mieux, pour atteindre la cible, pour atteindre les objectifs? Vous pouvez faire la recherche dans ce domaine. Les universités peuvent encourager justement cette recherche. Nations Unies, on n'a pas un financement spécifique pour faire la recherche, mais on n'a pas de bourses non plus, on n'a pas Erasmus ou des bourses qu'on peut donner, mais on est très intéressé de voir une collaboration justement dans le domaine de la recherche qui sont liées aux objectifs de développement durable, et notamment par rapport à tout ce qu'on peut fournir en termes de documentation, de recherche qui existe, ça c'est possible. Mais un financement direct pour un travail de recherche, c'est plus difficile. On planifie certaines recherches pour maintenant pour 2019. Et une des choses qu'on voulait savoir aussi, c'est comment on peut travailler plus avec les universités pour les impliquer justement dans cette recherche à travers les différents étudiants, des doctorants, justement pour les impliquer dans cette recherche. Bon, ça va pas, alors, c'est pas un appui individuel parce qu'on va jamais, entre les Nations Unies, on ne peut jamais être là pour appuyer une personne parce qu'on va toujours à faire un appel aux différentes universités pour ne pas favoriser l'un et pas l'autre. Mais voilà, ça c'est possible. Ensuite, une question importante par rapport au multilatéralisme. Et si on est affaibli en tant que le prestige des Nations Unies, je pense qu'il y a une relation très spéciale entre l'Algérie et les Nations Unies, parce que la question algérienne s'est inscrite dans l'Assemblée générale. C'est vraiment l'indépendance même de l'Algérie, c'est grâce à un travail des Nations Unies qui s'est fait. Ce n'est pas le seul pays, il y a plusieurs pays. Les Nations Unies sont très impliquées même pour la Libye, par exemple, la création même de la Libye. Pour beaucoup de pays, on était là pour la création de la Constitution, on a été en fait un dialogue avec la population. Alors, les Nations Unies a été dans beaucoup de nations et une relation spéciale. L'Algérie, c'est vraiment une relation très spéciale. Un organe que je ne vais pas mentionner, en fait, c'est tout ce qui est l'autodétermination et la commission de l'autodétermination, souveraineté des peuples, parce qu'il y a très peu encore de peuples, bien sûr, les questions qui jouent encore, bon, bien sûr, Sahara occidental, palestinien, mais je pense qu'il y a une frustration énorme au niveau des Nations Unies, que ces problèmes n'ont pas été résolus. Nations Unies, c'est un forum, on ne peut pas imposer. Si M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, veut imposer une solution en Palestine, une solution en Sahara occidental, sans avoir l'appui des grandes puissances et des pays en question, ça n'a pas de valeur, pas de sens. Donc, ce que le secrétaire général fait, dans le cas de la Libye, dans le cas de l'Irak, avec des actions unilatérales qui vont contre le Conseil de sécurité, sans aucune consultation avec le Conseil de sécurité, on a fait des communiqués de presse. Il a pris parole publiquement, il a dénoncé les actions. Si vous voyez dans l'invasion d'Irak, au même l'accord de Paris, où les États-Unis sont retirés, il y a un communiqué de presse du secrétaire général des Nations Unies assez fort, assez clair, en opposition
de cette position des États-Unis. Alors, on dit, on est là pour les valeurs des Nations Unies, mais on ne peut pas imposer. Et on reste finalement un forum de dialogue pour trouver le consensus. Si les pays ne veulent pas un consensus, les Nations Unies n'ont pas ce pouvoir, on n'a pas ce pouvoir supranational pour imposer une solution. Ça fait partie de la nature même des Nations Unies. On cherche dialogue et un consensus. Bien sûr, les Nations Unies, avec l'échec qu'on n'a pas pu régler certains problèmes dans le monde, ça joue bien sûr sur l'image des Nations Unies, je suis tout à fait d'accord, et je vous dis que c'est une frustration à notre niveau, et on a eu énormément de débats, chaque secrétaire général, si c'était Boutros Ghali ou si c'était Ban Ki-moon, maintenant Antonio Guterres, ils essayent de réformer le Conseil de sécurité. Parce qu'un grand problème, c'est aussi comment le Conseil de sécurité a été constitué. Et le Conseil de sécurité reflète la réalité de 1945, avec les 5 pouvoirs de 1945. La Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Si on regarde maintenant, on oublie le Conseil de sécurité, on veut mettre en place un nouveau Conseil de sécurité, et on voit les réalités, qui sont les pays puissants, les grands pays, à mon avis, ils n'ont pas la même scène que qu'on a. Il y aura la chambre. Mais réformer cela et dire à un pays, vous aviez un droit de veto, vous êtes membre permanent, mais maintenant, bon, vous êtes moins important, on va vous écarter, ils ne vont jamais accepter. Alors, c'est très très difficile de réformer un Conseil de sécurité. Et c'est la réalité. Il y a eu beaucoup de propositions, mais chaque fois, ça a été bloqué par certains. Et on n'a pas trouvé un consensus pour réformer le Conseil de sécurité. Il y a des pays qui sont très frustrés, qui sont maintenant très puissants, qui aimeraient bien avoir un siège dans le Conseil de sécurité. Si c'est l'Inde, c'est le Japon, le Brésil, où il y a plein de pays qui se disent maintenant, on est quand même un pays important. Qui des pays arabes est dans le Conseil de sécurité avec un veto? C'est quand même le monde arabe, comment le monde arabe est représenté dans le Conseil de sécurité. Bon, maintenant, elle a juste Koweït qui fait partie en tant que membre non permanent du Conseil, mais on n'a pas une présence permanente dans le Conseil de sécurité. Donc, quand il y a des décisions par rapport au monde arabe, on n'a pas un membre permanent dans le Conseil de sécurité. Alors, ça ne reflète pas du tout la réalité d'aujourd'hui. Mais réformer cela, c'est extrêmement difficile et chaque secrétaire général l'a essayé et ils ont échoué. Parce qu'il faut avoir l'appui des leaders mondiaux pour pouvoir le réformer. Et est-ce que ça affaiblit? Oui, une frustration et ça affaiblit. Pour l'Algérie, je crois qu'on reste avec une relation très spéciale. On prend souvent l'exemple de l'Algérie, ce que vous avez fait, pour illustrer que c'est possible, un développement qui est solidaire et qui est juste, parce que je crois qu'il y a une expérience extrêmement importante par rapport à la solidarité. Si vous voyez l'inégalité en Algérie, bien sûr, il existe des inégalités, mais quand on compare avec d'autres pays, vous êtes relativement bien. Si on voyage ici, au bled, on va aller en le sud, j'ai voyagé pas mal en Algérie, mais il y a l'accès à l'électricité, il y a quand même une clinique, il y a quand même une école, il y a quand même l'électricité, il y a quand même, c'est pas des zones pauvres, même si les standards ne sont pas les mêmes, mais quand même, il y a des services publics. D'autres pays, ou des pays voisins, on ne peut pas nommer les noms, on va en dehors de la capitale, on ne trouve pas ce niveau de développement. Alors on prend très souvent l'exemple de l'Algérie, surtout pour un développement qui est solidaire, qui est juste. Il y a énormément d'investissements que le gouvernement, le président a fait. Par rapport à d'autres domaines, il y a peut-être du travail à faire. Et c'est pour ça que justement, il faut voir les ODD et dire les objectifs de développement durable, où est-ce qu'on est encore vraiment un peu derrière, où est-ce qu'il y a des grands écarts, on doit faire un peu plus. Voilà. Migration, dernière question sur la migration.
Actuellement, en fait, le mois de décembre, il y a une grande rencontre internationale, mondiale, pour ratifier le pacte mondial pour la migration. Il y a un pacte mondial qui a été élaboré. Il y a certains pays qui ont déjà dit qu'ils vont signer. Ça va se faire le 10 ou le 11 décembre à Marrakech pour une migration sûre, ordonnée et solidaire. Et je pense que c'est important. La migration n'est pas que quelque chose de négatif. La migration est exploitée par les trafiquants, par la criminalité, malheureusement. Mais la plupart des migrants, ils viennent avec c'est la détresse. Ils viennent des pays de guerre, ils souffrent des changements climatiques qui ont eu beaucoup d'impact, surtout des pays de sécheresse. Ils n'ont pas les mêmes opportunités, pas les mêmes opportunités que vous. Ils veulent quand même juste avoir une vie décente. On a fait des enquêtes des migrants pour voir qu'est-ce que vraiment ils veulent. Est-ce qu'ils veulent s'installer de manière permanente dans le pays où ils sont actuellement? La grande partie des migrants, ils veulent travailler pendant quelques années dans un pays, économiser, renvoyer des remises de l'argent à leur famille et ensuite rentrer. Et ils rentrent avec un peu d'argent pour faire un petit business quand ils rentrent chez eux, à la maison. Mais je crois quelque chose de très raisonnable. Malheureusement, il y a trop d'exploitation de la migration. Les passeurs, c'est une grande économie. Et là, il faut lutter justement contre ce trafic et contre les passeurs, parce que ça devient un grand problème. Et ce sont les migrants qui souffrent de ça. Alors c'est très bien d'avoir ce pacte mondial, et j'espère que ça va être signé et qu'il y a plus de solidarité aussi. Parce que finalement, il y a cette migration, parce qu'il n'y a pas suffisamment de solidarité entre les pays. Le continent qui a plus d'opportunités, à mon avis, qui va être le continent le plus important pour le futur, pour moi, c'est l'Afrique. En termes de population, en termes de ressources, on voit les croissances économiques sont très bien pour l'instant. Ça commence vraiment à monter. Et je pense que le continent africain, pour l'instant, il y a très très peu d'intérêt, d'investissement, mais c'est le continent du futur. Voilà, c'est tellement important de travailler sur la migration, d'avoir une migration qui est ordonnée, sûre, pour éviter que les gens meurent dans le désert, et pour avoir aussi des possibilités d'une migration qui est légale. On a besoin aussi des migrants, il faut être très clair. On profite, et les pays qui ont profité beaucoup de migration, ils ont fait très bien, ils ont eu une croissance économique plus élevée. Et en Algérie, on profite de la migration des migrants qui font du travail dans la construction, d'autres secteurs. Mais il faut avoir une migration qui est légale, qui est réglementée, pour aussi donner aux migrants un statut légal. Maintenant, on peut les renvoyer avec un accord, en fait repatrier ou reconduire avec l'accord entre l'Algérie et le Niger. Mais s'ils viennent avec un statut légal, qui sont protégés par la loi, c'est beaucoup mieux. Parce que pour certains d'entre eux, on a besoin de... C'est pas, maintenant, je ne dis pas qu'on va ouvrir les frontières pour tout le monde, c'est pas ça. Mais il peut y avoir une réglementation pour qu'il y ait une migration légale avec, et pas pour éviter la migration irrégulière. Mais on peut avoir une migration qui est régulière. Voilà. Merci. Voilà, donc merci beaucoup. Et j'espère que le débat, du moins les questions, étaient importantes et riches. Là, les réponses aussi, ils sont là pour orienter un petit peu les personnes qui ont posé des questions. Et j'espère que cette rencontre nous a donné la possibilité de sortir du quotidien, donc de la pédagogie, des laboratoires, etc., pour avoir un aperçu sur des questions pertinentes, politiques, économiques et sociales, et qui nous interpellent. Et j'espère que nous aurons d'autres occasions pour vous recevoir et parler un petit peu
des possibilités de collaboration avec les agences et le bureau Nations Unies d'Algérie. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine.